Bonjour tout le monde, c'est Mickaël de TMF, j'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique et que vous avez pu regarder les matchs de l'équipe de France, que vous les ayez regardés ou non, vous êtes de toute façon au bon endroit puisqu'on va revenir sur la performance des Bleus et on va classer à travers un dispositif que vous connaissez désormais bien sur la chaîne, les joueurs selon la qualité de leur prestation au cours de ce rassemblement. Alors, on a la prestation, on a le match très positif, le neutre, le négatif, le très négatif, ça va être un petit peu le bilan, le grand conseil de classe de cette fin de rassemblement. Et je dois même vous dire un truc, je sais pas comment je vais titrer la vidéo, mais j'ai changé d'avis plusieurs fois au cours de l'écriture de ce format. En fait, au départ, je voulais parler des gagnants et des perdants du rassemblement, parce que c'est souvent le prisme de lecture qu'on a sur ces matchs, et c'est peut-être même un des titres que je ferai tourner sur YouTube, parce que finalement, les gagnants et les perdants, c'est un truc qui parle à tout le monde, c'est là où tu as l'enjeu sur les rassemblements avant une Coupe du Monde, tu dis ok, quel remplaçant peut passer titulaire, quel titulaire peut perdre sa place, quel joueur à la limite d'être appelé peut voir sa place être perdue pour la Coupe du Monde, ou au contraire être sur la limite et se voir conforté comme un joueur qui fera le déplacement. C'est un truc qui est plutôt intéressant, mais pour une tier list comme ça élude toute une partie des joueurs. Si je vous donne par exemple un Kylian Mbappé, bon ben je peux dire si Kylian Mbappé a fait un rassemblement positif ou négatif. Il suffit de juger la qualité de ses matchs. On va pas parler de la valeur absolue du joueur, comme je vous ai fait dans une précédente vidéo. On va pas non plus parler de ses chances d'aller à la Coupe du Monde ou pas, parce que si on parle de ça, en fait, l'impact, pour tous les titulaires, j'aurais mis neutre, en fait. Parce qu'évidemment, Mbappé, bon, il a pas fait un mauvais match quand il était titulaire, etc., mais quand bien même Kylian Mbappé nous aurait sorti la pire performance du monde, des matchs absolument apocalyptiques, imaginez, Kylian Mbappé fait 5 contre son camp durant 2 matchs. Bon, je pense quand même pas me mouiller en disant qu'il y a Mbappé, il irait à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive. Donc en fait, ça tuerait l'intérêt de ces vidéos pour pas mal des titulaires. Donc j'aurais peut-être ça dans le titre, mais en fait la vidéo va être un peu plus large. On va parler de ceux qui marquent des points, de ceux qui perdent des points évidemment, mais on va surtout classer les performances. Pour ça, on va avoir notre tier list, on va se balader également sur SofaScore, site que vous connaissez bien, c'est pas du tout une sponsor, mais juste ça va permettre de voir un petit peu différentes stats. Ça va me permettre de rappeler les notes des joueurs également sur lesquels je suis relativement critique. Je vous les place souvent dans le journal TMF, mais honnêtement, c'est des notes générées automatiquement à partir des statistiques et parfois elles sont très critiquables, dira-t-on. Et pour les notes, j'ai demandé à mon assistant préféré, aka Claude, de faire un petit récap des notes des médias. Le but, c'était simplement avoir une compile, en fait, pour vous permettre d'avoir différents points de vue. Déjà, différents points de vue par rapport aux miens. Parce que vous le savez, je détiens la vérité générale, évidemment, comme tout créateur de contenu, j'en suis intimement persuadé. Je plaisante, hein, mais l'idée c'est justement de mettre un peu d'eau dans mon vin et de vous offrir une vision différente de la mienne sur les matchs. Et surtout de voir que parfois les médias n'ont pas le même avis. Hein. Si on prend par exemple Théo Hernandez sur le match entre le Brésil et la France, ça va de 6 à 4. Je sais pas quel avis vous avez là-dessus, mais moi, entre un 6 et un 4, c'est pas exactement la même performance, c'est pas exactement la même lecture que j'appose là-dessus. Alors, ça me permet de rappeler un truc avant de commencer cette vidéo. De toute façon, vous commencez à être habitué dans ces formats métal. Ce que vous voulez généralement quand vous attendez des notes, des commentaires sur le foot, c'est pas forcément de l'objectivité, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Et je me permets une digression là-dessus parce que Dieu que j'ai l'impression que les gens mélangent absolument tout. Je pense pas que vous attendiez d'un créateur de contenu qui soit objectif. En fait, on a tous une part de subjectivité dans le football, on a tous des sensibilités différentes en termes de jeu, on a tous des joueurs qui nous parlent plus ou moins. Moi, vous savez par exemple que j'aime beaucoup Cherki. Donc, est-ce que vous attendez une fausse neutralité sur Cherki de ma part? Je pense pas que ce soit le cas. Par contre, ce que vous attendez, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Admettons que Cherki aurait sorti face à la Colombie le pire match du monde et que je me retrouve à vous dire qu'il a fait un match formidable. Vous allez me dire que je suis de mauvaise foi, que je suis pas honnête intellectuellement parce que j'aime pas le joueur. C'est ça, parce que j'aime le joueur. C'est ça le problème. Mais si j'aime le joueur, mais que je suis honnête intellectuellement, je dis j'adore Cherki, mais honnêtement c'est pas son meilleur match, je pense que vous n'allez pas avoir un problème avec ça. Bref, interlude terminé sur l'objectivité, et on en est quasiment à 5 minutes déjà, donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet sur les petites listes et qu'on commence avec Akliouche.
Alors Agnès Akliouche, je dois avouer que c'est un joueur que j'attendais particulièrement et je vais le mettre en très positif. Alors on va tout de suite aller sur Colombie-France, parce que c'est le match qui le concerne lui. Akliouche était donc positionné sur le côté droit, et j'attendais particulièrement Akliouche parce que c'est un joueur sur lequel j'ai eu pas mal de déceptions au cours de cette saison. Akliouche, c'est un joueur qui commence à prendre de l'âge, qui est censé être expérimenté du côté de l'AS Monaco. Je vais pas refaire tout le discours que j'ai fait pour parler de la qualité intrinsèque des joueurs, parce que j'avais déjà évoqué le cas d'Akliouche comme de tous les joueurs dont on va parler ici, mais vous aviez compris que j'avais beaucoup d'attentes sur Akliouche, et sa saison, elle a été très décevante durant toute une partie, et là, avec le regain de forme de Monaco, Akliouche est plus en forme, et ça se voit également en équipe de France. Si je prends les petites notes, tac, du coup on va aller sur la rencontre de Colombie-France, Akliouche a été quand même relativement bien noté. Le Parisien, l'équipe, lui colle un 7, c'est grosso modo la note que j'estime qu'il mérite, parce qu'en fait au cours de cette rencontre, face à la Colombie, moi j'ai bien aimé Akliouche parce que j'ai trouvé que c'était un joueur propre. Et mine de rien, on n'a pas tant de joueurs propres que ça. J'ai bien aimé le match de Désiré Doué, j'ai bien aimé le match de Ryan Cherki, mais c'est pas des prestations de monsieur propre, on en parlera, mais ils sont capables de beaucoup de choses, mais pour ça, il faut accepter d'avoir quand même pas mal de déchets. Bah, j'ai pas eu l'impression visuellement, j'ai pas checké les stats, donc ça se trouve, je vais me faire défoncer par les stats, mais bon, ça changera pas mon impression visuelle, et non, je me fais pas défoncer par les stats. Vous voyez, passe 29 sur 30 de réussite, 97% de réussite, dans la moitié de camp adverse, 100% de passes réussites. Alors évidemment, ça veut pas dire que Akliouche est un passeur de génie, ça veut également dire à certains moments qu'il a eu une prise de risque qui était peut-être un peu plus limitée que d'autres. C'est pareil, pas de tentative de dribble, et finalement des ballons touchés mais relativement peu de déchets, mais c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Une bonne prestation à l'échelle d'un match de foot, ça se lie pas qu'à la qualité du footballeur individuellement, ça se lie aussi à la lecture de l'apport qu'il peut faire au cours de la rencontre par rapport à ses coéquipiers. Et quand tu sais que tu as des coéquipiers qui vont être très créatifs, qui ont une grosse capacité à faire des différences, peut-être même plus que toi, ben, ça demande une certaine intelligence, voire un respect des consignes tactiques, hein, parce que parfois ton coach il te le fait comprendre très clairement, que de ne pas avoir le syndrome du héros. Et Akliouche a non seulement fait un très bon match, mais en plus, il a été parfaitement complémentaire à ses coéquipiers, donc pour moi, très positif. C'est un des joueurs que je trouve le plus renforcé au terme de ce rassemblement, et justement de la réflexion qui sont les perdants ou gagnants. Bon ben Akliouche, avant son réveil avec Monaco, j'aurais pas donné cher de sa place. Je sais toujours pas s'il ira à la Coupe du Monde, mais en tout cas, le match a été très réussi pour lui. Marcus Thuram, très réussi également. Alors Marcus Thuram, évidemment, très très bien noté lors de cette rencontre. Homme du match, selon le journal de l'équipe, c'est lui qui avait la meilleure note. 7 pour le Parisien, 7 pour Foot Mercato. Évidemment, buteur et passeur. Statistiquement, également l'homme du match pour SofaScore, mais ça, on s'en bat un petit peu les steaks. Non, Marcus Thuram, match intéressant, parce qu'en fait, match où il jouait avec un Ryan Cherki numéro 10, ce qui est plutôt bénéfique pour lui, un match où il a fait les efforts défensifs. Et en fait, quand on s'interroge sur qui a sa place dans cette équipe de France, qui peut trouver son rôle, bah, je trouve que Marcus Thuram a rappelé qu'il pouvait être utile dans certaines situations. Alors malheureusement, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, c'est un joueur qui déçoit toujours. C'est pas un troisième but en 33 sélections qui va changer la donne sur Marcus Thuram. Mais voilà, moi, si j'ai toujours... J'ai considéré que Marcus Thuram était un vrai bon joueur quand même lors de ma petite tier list qui jugeait le niveau des joueurs de cette sélection. Là, je considère que j'ai peut-être été un petit peu gentil sur le niveau de Thuram, mais je suis pas forcément trop gentil sur l'impact de sa sélection, sur à quel point il fait partie de joueurs qui marquent des points, parce que déjà, on n'en attend peut-être pas autant de Marcus Thuram que de Mbappé, disons-le clairement. Et en plus, bah, Marcus Thuram, c'est tout con, hein, mais c'est une vraie bonne sélection pour lui que de sortir avec un but et une passe décisive quand tu regardes les sélections qu'il a jusqu'à présent. Donc voilà. Kylian Mbappé. Bon, bah, Kylian Mbappé, je vais être positif. Alors, on va pas en faire des tonnes, hein. Une entrée assez anecdotique, mais de toute façon, les entrants face à la Colombie, je vais pas beaucoup en parler, je trouve pas ça très intéressant. Pour Mbappé, on va plutôt regarder sa prestation face au Brésil. Hein. Bah, évidemment, buteur dans une situation en plus qui était plutôt intéressante. Il s'est procuré beaucoup d'occasions de tir. Il y a eu certains commentaires sur lui, en mode ça a été un vrai match de leader. Si on ressort les notes, qui a Mbappé du 6, du 6,5, du 7 pour Maxi Foot. Bon,
Kylian Mbappé, du positif, parce que voilà, Mbappé a fait du Mbappé, on n'en attend pas moins, pas plus. Je considère que c'est job is done, la case est cochée, et de toute façon, c'est pas lui qui jouait sa vie. Pour Olysée, je le mets en très positif. Très positif, parce que pour moi, si on reprend ce match face au Brésil, Kylian Mbappé est buteur, et Ekitike est buteur, mais la star de la rencontre, pour moi, je me marre parce que là j'ai vraiment l'impression, la star de la rencontre, j'ai vraiment l'impression d'avoir une pub genre la cuisine c'est Louis Schmitt, ou la star du repas c'est, et là je vous fais un placement produit pour un produit de merde. Bref, je suis dans mon délire, mais c'était Olysée quoi, le joueur phare de cette rencontre. Je sais plus combien il a été noté dans la presse. Michael Olysée, 6-6-7. Il n'y a que Foot Mercato qui le met en joueur du match pour cette rencontre. Mais moi, je trouve ça d'autant plus intéressant pour ce rassemblement, et je trouve qu'il fait un truc qui mérite d'autant plus d'être souligné, Olysée, que il est encore relativement jeune dans ce poste de numéro 10 en équipe de France. Au Bayern Munich, il joue excentré, c'est un premier point à avoir en tête. En équipe de France, il n'a pas non plus 4 millions de sélections, donc je suis attentif à chacune de ses sélections, même si vous le savez, je suis un gros fanboy d'Olysée et je crois très très fort en lui. Et du coup, ça fait partie de ces joueurs qui restent encore relativement frais en équipe de France. Ça se voit d'ailleurs, il ressort pas au classement des buteurs, alors que je pense que si on refait le point dans un an ou deux, il sera dans les classements des buteurs. Donc relativement frais en équipe de France, relativement frais dans ce rôle, mais un rôle qui a parfaitement rempli. Donc franchement, bien joué à Olysée. Colomboigny, j'hésite entre négatif et très négatif, et je m'explique, je vais avoir des joueurs où je vais pas tant juger la prestation que la non-prestation. Donc Colomboigny, vous le voyez ici, où il est là, il a pas joué face au Brésil, il est pas rentré, et Colomboigny face à la Colombie, il est rentré, mais bon, pas une prestation qui restera dans les annales du football. J'ai pas envie de le défoncer, j'ai pas envie de dire Colomboigny il a fait un match honteux, il a touché 12 ballons, bon merci, emballé c'est pesé. Non, en fait je vais conclure très rapidement, mais c'est des joueurs sur qui je trouve que c'est intéressant d'en parler quand même. Je mets dans le négatif, non pas parce qu'il a raté son rassemblement, mais là du coup j'en viens un petit peu au double positionnement de cette vidéo. Pour moi ça reste un joueur qui est un peu perdant dans ce rassemblement, parce que il n'est pas titulaire justement, il est rentrant que dans un match, il joue 30-40 minutes, c'est pas grand chose. Marcus Thuram est gagnant, donc en fait Colomboigny, pour moi c'est un mauvais rassemblement pour lui, pas tant de sa faute, mais parce que la concurrence, et c'est très important, la concurrence, toi tu veux jouer, bref, Unai Emery, vous avez la ref, la concurrence est rude, et il en paie un peu le prix, et justement Hugo Ekitike, très positif également, également par rapport à Marcus Thuram, je veux dire, Hugo Ekitike, parce que déjà, truc qui a son importance. Alors, il y avait des absents au cours de cette rencontre. Je pense que si Barcola avait été là, il aurait peut-être débuté la rencontre, mais ça n'engage que moi et ma lecture du Didier Deschamps-esque. Mais du coup, il a été présent, il a marqué. Et je crois que c'est le journal L'Équipe qui avait fait une de ses unes en mode on attend de voir ce que le duo va donner. Alors attendez, je veux pas non plus vous ouvrir le journal L'Équipe en version payante et vous montrer tout le contenu payant, ce serait pas très fair, mais voilà. Les promesses d'un duo. Alors vous le voyez pas, c'est un peu con parce que c'est pas assez scrollé, mais voilà, croyez-moi, c'est les promesses d'un duo. Sous-titre entre Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, la connexion entrevue face au Brésil ouvre déjà les perspectives pour la Coupe du Monde. Donc voilà, Hugo Ekitike qui avait été désigné homme du match justement par le journal L'Équipe, hein, on peut reconnaître une certaine cohérence au quotidien sportif de référence en France. Le Parisien qui lui met 6, Foot Mercato 6,5. Moi j'ai bien aimé Hugo Ekitike justement parce que je vous vantais le match d'Akliouche dans le sens où je trouvais que c'était un joueur intelligent qui a su comprendre ce qu'on attendait de lui au cours de la rencontre. Un petit peu la même chose pour ce cher Hugo Ekitike, et je trouve que dans cette configuration il fait plutôt sens, et il rappelle un truc, hein, c'est que tu peux être mis dans un poste qui n'est pas ton poste de prédilection, quand t'es bon et que tu fais sens dans l'équipe, t'es bon et tu fais sens. Coucou Marcus Thuram, qui parfois est un petit peu défendu pour ça. Désiré Doué, très positif également. Ai-je besoin de vous en dire plus? On rebascule sur le match de la Colombie et nous avons Désiré Doué sur le côté. Alors j'en ai parlé dans le journal ce matin. Je trouve pas que le match de Désiré Doué est absolument impeccable du début à la fin.
D'ailleurs, je pensais qu'il allait avoir des stats un petit peu moins propres là-dedans, parce que je trouvais qu'il avait un peu de déchets. Bon, après, c'est plus à chercher au niveau des dribbles réussis, des pertes de balles, c'est là où on voit son déchet. En fait, quand tu te retrouves avec Désiré Doué qui rate, c'est plus Désiré Doué qui rate dans ses choix que véritablement à la passe. Mais j'ai trouvé que son match était évidemment très bon, il fait un doublé, il n'y a pas à polémiquer là-dessus, mais c'est pas non plus un match monsieur propre, c'est pour ça que j'insistais autant sur la Cliouche, mais je mets quand même dans très bon, parce que finalement, Désiré Doué, il marque un doublé, et des buteurs en équipe de France, on n'en a pas tant que ça, hein, en fait. Je vous reprends un petit tweet, je reste en face caméra, parce que je ne voudrais pas montrer des choses que je ne veux pas montrer, mais voilà, tac. Je vais directement... Hop, je suis sur mon propre Twitter, ça fait très égocentrique, je suis désolé, mais c'est que je savais que j'avais commenté cette infographie, donc je savais qu'on allait pouvoir en parler. Je disais que Kolo Muani et Rabiot soient sur le podium de meilleurs buteurs, et je faisais un mec qui s'étouffe. Évidemment, hein, c'est les meilleurs buteurs en activité. Évidemment, on a beaucoup de très grands buteurs en équipe de France qui viennent de prendre leur retraite internationale. Et évidemment, on a des joueurs comme Olysée, comme Ekitike qui vont monter dans le classement, même Akliouche, bref, vous avez un petit peu l'idée. Bon, ça montre quand même que Dembélé, ça fait 10 ans qu'il est appelé en équipe de France, il n'a jamais réussi à s'imposer vraiment. Ça remet les interrogations sur Marcus Thuram, je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Désiré Doué, voilà, il met un doublé, c'est quand même pas rien de mettre un doublé, et en fait, avec le doublé... Bon ça date du 28 mars, voilà. Désiré Doué, il va bien se placer, et c'est important de marquer des buts en équipe de France, parce qu'on n'a pas tant de joueurs que ça aujourd'hui qui sont capables de le faire, donc évidemment rien que pour ça, Désiré Doué ici est intéressant, parce que dans la logique de gagnant-perdant d'un rassemblement, Désiré Doué joue pas mal, hein. Alors il sera évidemment du déplacement, j'ai aucun doute là-dessus, mais je disais que je sentais plutôt Barcola sur le côté gauche pour l'équipe de France, mais franchement... Barcola, Désiré Doué, Hugo Ekitike, il y a un match entre pas mal de joueurs, donc vraiment important. Ousmane Dembélé, neutre. Alors je sais pas ce que vous avez pensé, j'ai trouvé la prestation de... Ouais, je suis peut-être un peu sévère, peut-être positif. J'ai trouvé la prestation de Dembouz plutôt ok face au Brésil. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur joueur de l'équipe de France. Voyez voir de quoi sont faites les notes. Alors j'ai pris un peu les tableaux, mais j'ai pas été rechecker ça. 5 selon l'équipe, 6 selon le Parisien. Ouais, en fait ça me fait un peu mal de le mettre au même niveau que Mbappé. Non, je vais mettre en neutre pour un truc tout con, c'est que je vous ai dit concernant Kylian Mbappé que c'était conforme aux attentes. Et justement, est-ce que Ousmane Dembélé sort grandi de ce rassemblement ? Je pense pas, parce que en fait, tu juges pas de la même manière Marcus Thuram et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, pour que ce soit un rassemblement positif, j'aurais eu tendance à dire qu'il aurait fallu voir le vrai Ousmane Dembélé. Je trouve pas qu'il fasse un mauvais rassemblement, très loin de là. Attention, parce que je sais comment ça se passe sur les réseaux. Tu dis j'adore le ketchup, quelqu'un va te dire mais pourquoi t'aimes pas la mayonnaise ? Qu'est-ce que la mayonnaise t'a fait ? Pourquoi cette haine ? Non, j'ai juste dit que j'aimais le ketchup. C'est un peu la même chose sur Dembélé. Je dis qu'il ressort pas grandi de ce rassemblement, que je trouve pas que ce soit un rassemblement de qualité pour lui par rapport à ses standards. Je dis pas qu'il a été mauvais. Je dis juste que le match que nous a offert Ousmane Dembélé face au Brésil, c'est un match plutôt neutre. Si on prenait tous les matchs de la saison d'Ousmane Dembélé, qu'on devait placer ce match un peu sur la frise, sur le curseur, je pense que ce match serait ni dans les plus mauvais, ni dans les meilleurs. Et j'ai presque envie de dire, il serait plus du côté des mauvais que des très bons. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que Dembélé joue pas tant que ça cette saison, et que quand il joue, il est vraiment bon, pour le coup. Donc en fait, il serait peut-être un peu plus dans la moyenne un tout petit peu basse que la moyenne un tout petit peu haute, mais bon, voilà, vous avez compris, c'est du chipotage, vous pouvez le mettre en positif, vous pouvez le mettre en neutre, là c'est plus un débat sur comment est-ce qu'on juge le barème que vraiment la performance de Dembélé. Cherki, Ryan Cherki, Cherki le GOAT, très positif, non, j'avais dit que je faisais preuve d'honnêteté intellectuelle, positif parce que j'ai trouvé que Cherki en numéro 9, c'était... En numéro 10, c'était une proposition plutôt convaincante, que ça pouvait être un joueur qui s'imposait naturellement comme le remplaçant de Michael Olysée au sein de cette équipe de Didier Deschamps, où il te faut un joueur au cœur du jeu, un peu électron libre, un peu créatif,
Tu sais que le titulaire, c'est Michael Olise. Cherki a également des arguments à faire valoir sur le côté. C'est un match où il a été bon, mais parfois un petit peu frustrant. Je pense que d'ailleurs, j'ai pas été comparer les notes. Ça peut en dire long sur la sensibilité des gens qui notent. Cherki, 7 et 6,5. Bah écoutez, c'est des bonnes notes que récolte Ryan Cherki. Bon, en même temps, toute l'équipe, c'est lui qui a la moins bonne note de l'attaque chez le Parisien. Et il a la note plancher, on va dire, de l'attaque dans le journal de l'équipe. Donc en fait, tous les joueurs offensifs de l'équipe de France ont une bonne note face à la Colombie. Mais ça, on peut dire assez long sur les attentes et sur la vision du foot que tu as, où tu clashes Cherki. Moi, je mets en positif. Très positif, ça aurait été si jamais j'avais été subjugué par la performance de Cherki. C'est pas non plus un match de l'année de sa part. Zahir Emery. Alors, je vais mettre en positif, même si, alors justement, les notes là, Zahir Emery, il n'a pas été noté exceptionnellement bien. 5 par le journal L'Équipe, ce qui est pas terrible par rapport à la moyenne de l'équipe. 6 par le Parisien. Zahir Emery qui brille pas non plus sur la fameuse note SofaScore. J'ai dit que je m'en battais les steaks, mais bon, ici je la mentionne à titre d'anecdote. Je mets quand même en positif parce que je trouve que c'est quand même un joueur qui a été cohérent au cours de la rencontre, qui a clairement pas été le plus flamboyant, mais en fait, Zahir Emery il part de très bas. Et donc je trouve qu'il fait plutôt un bon rassemblement pour lui. Je dis qu'il part de très bas parce que dans la hiérarchie de l'équipe de France, Zahir Emery, normalement, il est loin. Alors là, je rentre à nouveau un peu dans qui sont les gagnants. Je suis désolé, je change la ligne au fur et à mesure de la vidéo, mais vous aurez compris, je fais à chaque fois les commentaires. Il est titularisé plutôt qu'Eduardo Camavinga sur le match des coiffeurs, en sachant que Camavinga, on y reviendra, n'a pas été titularisé non plus sur le match des titulaires. C'était Rabiot et Tchouaméni qui étaient au milieu de terrain. Donc Zahir Emery, mine de rien, il marque des points, ce petit, je pense, aux yeux d'Didier Deschamps. C'est un joueur qui est plutôt en forme. Alors là, c'est pareil, j'aurais pu le mettre en neutre. Honnêtement, ça aurait pas été indigne. Si je prends juste... Alors là, vous avez pété un câble sur mes critères. Si je prends la performance absolue, c'est comme ça en réalité. Mais j'accorde une importance très très forte et je vous l'explique. Donc c'est pas la peine de prendre des couteaux et de m'assassiner, je vous l'explique. Donc vous pouvez ne pas être d'accord, mais au moins vous avez le cheminement mental. Je juge à l'aune des attentes et pour moi, un rassemblement que je juge positif pour Zahir Emery, c'est pas forcément des matchs aussi bons que ceux de Dembélé. Mais j'ai du mal en fait. Je suis en train de réfléchir en direct à mon argumentation et en fait je me dis... Ouais, mais si je refais le petit exercice de la frise des matchs de Zahir Emery cette saison, où est-ce que je place ce match en équipe de France ? Je le passe pas dans ses meilleurs. Un peu comme Dembélé, Zahir Emery, je trouve qu'il est vraiment bon cette saison avec le Paris Saint-Germain. Donc je mettrais plutôt en moyen moins en termes de où ça se situe dans ses matchs. Bon allez, je vais mettre en neutre. Je vais mettre en neutre pour sa performance, mais paradoxalement, je pense qu'il serait en positif sur qu'est-ce que ça veut dire pour lui pour la suite en équipe de France. Aurélien Tchouaméni, positif. Alors Tchouaméni, on a tendance à l'oublier, mais il y a pas mal de matchs où en équipe de France, on cherchait le milieu de terrain et il y a pas mal de unes de journaux, de débriefs qui ont été faits à la suite de matchs où on disait Tchouaméni, c'est un peu notre certitude. Il y a eu des rencontres où Tchouaméni sortait un peu comme le patron de l'équipe de France et j'ai l'impression qu'il y a une amnésie collective là-dessus. Alors il y a également eu des rencontres beaucoup plus critiques, mais... Il y a Manu Koné qui s'est imposé comme une solution très très intéressante, mais pour moi, Tchouaméni est en train de marquer sa position comme étant sûr et certain le mec qui va accompagner Manu Koné. Match très très correct face au Brésil, match très propre, match parfaitement Tchouaméniesque dans l'équipe de France, c'est ce qu'on attend de lui. Il avait été noté combien, notre cher Aurélien Tchouaméni avait été noté 7, et MaxiFoot l'avait même noté 8 en le mettant homme du match. Franchement, positif, on pourrait limite mettre très positif, parce que c'est quand même un joueur qui a été capable d'une belle performance dans un milieu de terrain qui tournait bien et dont il a été le leader, parce que pour moi il ressortait plus qu'Adrien Rabiot. Allez, je vais le mettre en très positif parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de hype de Tchouaméni en ce moment, donc j'en ressors quand même bien. N'Golo Kanté, positif. Petit N'Golo Kanté, toujours appréciable, toujours joueur qui répond, toujours joueur qui répond présent. Titularisé aux côtés de Zahir Emery, et je trouve que c'est clairement lui le gagnant en fait de cette confrontation au milieu de terrain, parce qu'il est titularisé. Ça, c'est le premier point important. Et en plus, il répond plutôt bien aux attentes si on prend les notes.
Tac tac, N'Golo Kanté nous ressort avec 6 et 7,5. C'est marrant, tiens, ça fait quand même une belle différence de notes. Mais j'ai vraiment trouvé sa prestation intéressante. C'est peut-être un joueur qui a mis un peu de temps à démarrer sa rencontre. C'est pas le... Moi, j'ai toujours la même chose sur N'Golo Kanté, en fait. C'est qu'il a mis un peu de temps à rentrer dans sa rencontre, mais c'est pas du tout ça qui me fait peur. Moi, c'est la constance de N'Golo Kanté à l'échelle d'une compétition qui m'interroge. Je vous avais déjà parlé de ça à l'Euro dernier. Je trouve que ça s'est plutôt bien confirmé. C'est pas dramatique, surtout vu le rôle de N'Golo Kanté aujourd'hui en équipe de France, où il n'est pas amené à être un titulaire indiscutable. Mais je trouve qu'il confirme ce qu'on attendait de lui. Donc voilà, rassurant, toujours. Si vous regardez pas la Saudi Pro League, si vous n'avez pas une idée de ce que peut valoir N'Golo Kanté au cours de ces dernières années, hein, évidemment, c'est pour ça que je parle de la Saudi Pro League, bah là, ça vous le rappelle. Hein. Eduardo Camavinga, négatif, hein. Une entrée face à la Colombie que j'ai pas jugée intéressante de mon côté. J'ai dit que j'avais pas trop développé parce que franchement, même regardez, sur les temps forts, c'est assez marrant. Vous vous rendez compte quand je disais dans mon débrief que j'avais même pas fait gaffe à ça, que la Colombie avait vraiment plus existé à partir du 3e but. Alors c'est pas dès le 3e but, vous voyez que le temps fort français se prolonge un peu. Mais que derrière, grosso modo, vous avez la fin du match qui est un peu plus colombienne et je pense qu'on s'en est tous rendu compte. Bon, Camavinga, j'ai pas trouvé sa prestation très très convaincante en termes d'influence. J'ai pas trouvé sa prestation très très irréprochable non plus. Donc quand t'es ni monsieur propre ni très influent et qu'en plus tu débutes aucun match en équipe de France, je pense pas qu'on peut dire que ton rassemblement est positif. Hein. C'est un peu la même chose que Colomboigny. C'est un joueur sur lequel c'est extrêmement difficile d'avoir un avis sur la performance des matchs parce qu'il a peu joué, mais voilà. Adrien Rabiot, positif. Adrien Rabiot, j'ai envie de vous dire, il ressort face au Brésil avec des notes relativement bonnes, un peu comme Aurélien Tchouaméni. Il a fait le taf, c'est un soldat d'Didier Deschamps. On peut penser ce qu'on veut d'Adrien Rabiot. Moi, vous savez que je suis un de ses grands défenseurs. Non pas que j'ai... et c'est important de dire ça. Je vous parlais un peu d'objectivité versus honnêteté intellectuelle. Adrien Rabiot est pas un footballeur que j'aime particulièrement voir évoluer. Et pourtant, je pense que vous m'avez toujours entendu depuis son retour à l'Olympique de Marseille finalement, mais également depuis qu'il est au Milan, louer ses qualités, parce qu'en fait, c'est pas forcément mon football. Il ne talque pas mon football, mais je juge hyper efficace, en fait, hyper pertinent dans les matchs où je le vois. Donc franchement, Adrien Rabiot, en toute honnêteté intellectuelle, c'est un bon rassemblement pour lui. Il ancre sa place dans les matchs. Bon, on va pas tergiverser pour la Croix. Hein. La Croix, je pense que les notes, j'ai même pas besoin de faire de commentaires. Hein. Les notes de la Croix, 8, 7 et 7, moyenne de 7,3. C'est derrière Désiré Doué, le joueur qui est le mieux noté. Et franchement, Désiré Doué, il a ce côté, je suis un attaquant, je marque 2 buts face à la Colombie. Forcément, ça monte un petit peu ton truc. C'est dur en tant que défenseur, à part faire un exploit, voire 2 dans un match, d'être aussi bien noté qu'un attaquant qui fait un doublé. Mais pour moi, la Croix, c'est vraiment le joueur qui ressort le plus gagnant. Je vous refais pas le classement à l'intérieur même des colonnes, ça va être un peu dur, mais voilà, si je devais le faire, juste je le fais pour la Croix, il serait tout en haut. S'il y a un joueur qui est le grand gagnant du rassemblement, et s'il y a un joueur qui fait un grand match, c'est la Croix. Et lui, il est sur ces 2 critères. Il est sur ces 2 critères, parce que déjà en termes de... Si on réfléchit pas gagnant-perdant et juste on juge la qualité des matchs, bon ben la Croix, il est irréprochable au cours de la rencontre. Alors évidemment, on peut toujours... Prenez n'importe quelle prestation footballistique, vous pouvez toujours trouver des choses à redire. Quand je dis qu'il est irréprochable, c'est que il fait parfaitement le job qu'on attend de lui. C'est le patron face à la Colombie. C'est un joueur qui a montré toutes les qualités pour lesquelles il était appelé. C'est sa première sélection. Le mec, il tremble pas. Il te sort une prestation carrée. Et ça justifie le fait que je mette au sommet. Et en plus de ça, quand je parlais d'impact négatif-positif, bah, la Croix, il est là sur un malentendu. Pas dans le sens où il mérite pas d'être là, mais dans le sens où si tout le monde est apte, la Croix, il est pas appelé. Et un mec qui est pas appelé, qui arrive à être le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs du rassemblement, on dit juste bravo, hein, tout simplement.
Upamecano. Très négatif, mais pas grand perdant pour autant. Bah, très négatif, parce que oui, moi je redis la même chose que j'avais dit lors de mon débrief. Hein. C'est qu'Upamecano, il prend son carton rouge. Alors, quelle note il avait pris ? Il avait pris 4-4-3. Ah ben, 4-4-3. J'avais dit, Upamecano, il n'avait pas été noté très durement. Foot Mercato l'a quand même bien noté durement. Mais en fait, je redis le même argument que j'avais dit, je crois que c'était dans mon débrief de la rencontre. Si Upamecano fait cette prestation en demi-finale de Coupe du Monde et qu'on perd le match, il est noté 2. Parce que son expulsion, elle est un peu bête. Et parce que c'est cruel, mais moi, je considère que tu juges un attaquant sur ses réussites et tu juges un défenseur sur ses erreurs. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, c'est caricatural de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça, pour le coup, c'est un truc qui se confirme, vous regardez le match d'un attaquant, s'il est très moyen, mais qui claque un doublé, on va dire que c'est un très bon match, on va dire que c'est ça qu'on attend d'un attaquant. Si vous voyez un défenseur qui fait un match giga propre, il n'arrivera pas pour autant à faire les différences souvent en étant juste propre tout au long de la rencontre, mais il suffit d'une saute de concentration qui fait qu'il te coûte un but. Bah, c'est bête, hein, mais les matchs de foot, c'est pas des matchs de basket, tu finis pas à 80 points, donc quand tu coûtes un but, je vais pas dire que tu condamnes ton équipe, parce que les scores c'est pas que 1-0, mais tu mets quand même ton équipe dans le mal. Bah, c'est un peu la même chose quand tu te fais expulser. Tu te fais expulser, en plus Upamecano, il joue combien de temps ? 55 minutes, il se fait expulser relativement tôt. Voilà, hein, Upamecano en plus... pas la première fois qu'il y a un sujet de carton pour lui, donc évidemment, rassemblement décevant pour lui. Alors par contre, il n'est pas perdant. Enfin, demain, à la Coupe du Monde, je suis quasiment sûr qu'on se présentera avec Saliba ou Upamecano. Je me plante peut-être, mais voilà. Mais en attendant, ouais, pas une prestation à la hauteur des attentes. Konaté, alors je vais être parfaitement honnête avec vous, Konaté, il a pris combien ? Konaté, il a pris 6 et 6. Écoutez, je vais les mettre en neutre et je botte en touche. Je pense que c'est important de parfois dire quand on n'a pas d'avis tranché. Sinon, ça donne des trucs genre... attention, je vais... comment il s'appelait comment il s'appelle toujours d'ailleurs ? Grégory Schneider qui va dire sur le plateau de l'équipe de soir c'est pas de sa faute pour Bellerin, ses parents l'ont fait lent, il est lent, que voulez-vous ? J'avais failli me ulcérer à cette époque en me disant « Ah oui, surtout que c'était à une époque où Bellerin il était en forme hein. Et la lenteur c'était pas sa première caractéristique, donc parfois on peut pas avoir un avis sur tout. Konaté, j'avoue que c'est pas le joueur que j'ai regardé le plus, ça m'a pas marqué particulièrement. Sachez qu'il s'est pris donc 6, vous le voyez dans les médias, mais que vous n'aurez pas spécialement de commentaires de ma part hein, parce que, bon voilà, Konaté ne m'a pas marqué particulièrement, donc je vais mettre neutre. Ce qui n'est pas méchant, hein, mais ce qui correspond juste à... Je vous laisse d'idées là-dessus. Passons à Kaloulou. Alors dans la catégorie, si tout le monde est présent, t'es pas forcément appelé mon pote, Kaloulou il se pose également là, parce qu'on sait que Malo Gusto est le joueur qui est bien positionné pour réussir à prendre la place derrière Jules Koundé. Jules Koundé n'étant pas là, il faut faire le nombre. Kaloulou était présent, il nous sort une prestation avec les coiffeurs qui a été jugée relativement... Ok, on va dire ça, 6 par le Parisien, 5 par MaxiFoot, 6 par le journal L'Équipe. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est typiquement le genre de prestation dont on peut oublier l'existence dans 2 mois, donc je vais la mettre en neutre. Elle pourrait être qualifiée de bonne, mais ouais, je vais la mettre en neutre parce que cette prestation de Kaloulou, dans 2 mois, je m'en souviendrai pas. Hein. Je vais être honnête avec vous. Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, intéressant, parce que Lucas Hernandez, pour le coup, on parle d'un joueur... Et si j'ouvrais les 2 onglets et que je passais à l'un à l'autre, comme ça je vous fais pas le coup de revenir à chaque fois. On parle d'un joueur qui d'abord face au Brésil n'est pas du tout rentré, mais là où c'est intéressant, c'est que face à la Colombie, il est là, notre Théo Hernandez. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que Théo Hernandez, si je prends sa saison de Ligue 1 par exemple, bah oui, il est drôlement sur la gauche, hein. Il est drôlement sur la gauche parce que c'est aujourd'hui un latéral gauche. D'ailleurs, depuis combien de temps Allons sur Transfermarkt, Lucas Hernandez, tac. On va prendre notre petit profil de Lucas Hernandez sur Transfermarkt.
Je suis intéressé de voir les matchs qu'il a disputés au poste de défenseur central. 8 cette saison, selon Transfermarkt au Paris Saint-Germain. Si je prends la saison précédente, 14 et 15 en tant que... Ah, alors vous voyez, je suis surpris, je pensais qu'il allait avoir... il est quand même plus arrière-gauche que défenseur central au cours de ces dernières années. Mais ça reste honorable. Et je pensais vraiment... Ma mémoire me joue des tours, comme quoi... Et pour le coup, j'ai vu tous les matchs de Lucas Hernandez au PSG. Donc c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu vas retenir ou pas. Mais j'ai du mal à le retenir autrement que latéral gauche. Moi, j'avais toujours l'impression que c'était du dépannage quand il était défenseur central. Alors qu'au final, il a quand même fait pas mal de prestations. Bon, bref, revenons à Lucas Hernandez. Titularisé avec le match des coiffeurs. Un joueur qui revient un petit peu de moult blessures, quitte à avoir ouvert Transfermarkt, revenons là-dessus. Rupture des ligaments croisés, ça c'était en mai 2024. Rupture des ligaments croisés, ça c'était en novembre 2022. Et attendez. Blessure du ligament interne, ouais bon, ok. Vous avez l'idée. Il y a quand même beaucoup de blessures avec Lucas Hernandez. Et moi, c'est un joueur, il a 30 ans, mais dans ma tête, il en a 34. Mais bref, Lucas Hernandez, prestation, un petit peu à la Konaté, je vais être honnête. Combien était-il noté? 666, plutôt carré, 666. Chiffre du démon, Lucas Hernandez. Je vais pas le mettre en neutre, je vais le mettre en positif. Et ça, c'est un petit taquet que je me auto-mets. Parce que pour moi, Lucas Hernandez, j'en attendais rien. Et toujours par rapport à mon propre critère de tu juges un rassemblement positif ou pas pour un joueur à l'aune de tes attentes, je dois avouer que je sais pas quelles étaient les attentes de Didier Deschamps par rapport à Lucas Hernandez. Je dois avouer que je ne sais pas quelles étaient vos attentes par rapport à Lucas Hernandez. Moi, j'en attendais pas énormément, donc franchement, ne serait-ce que le fait qu'il fasse pas tâche, je trouve ça plutôt positif. Malo Gusto, plutôt neutre. Malo Gusto qu'on a donc vu face au Brésil, avec une mission quand même costaud, parce que sur le papier, c'était le vis-à-vis de Vinicius Junior, notre cher Malo Gusto qui a pris 4 dans l'équipe et 5-5 chez le Parisien. Ça fait une moyenne sous la moyenne, justement. Je ne l'ai pas trouvé absolument exemplaire. Disons que si j'étais Jules Koundé, ça ne m'empêcherait pas de dormir, mais j'ai vraiment du mal à imaginer Kalulu le sauter. On va dire ça sobrement. Pour moi, là-dessus, c'est plutôt tranquille. Lucas Digne, qu'on a vu non pas face au Brésil, mais qu'on a vu face à la Colombie. Lucas Digne qui va se prendre des notes de 5 et 5. Et là, c'est un petit peu pareil. Lucas Digne, je le mets en neutre. Exactement le genre de rassemblement où je dis dans 2 mois, mais vous me demandez dans 2 semaines. Et au fait, Lucas Digne, il a joué quel match au cours de ce rassemblement? J'ai une hésitation entre Colombie ou Brésil. Et je suis incapable de vous en dire plus parce que j'aurais totalement oublié. Non, franchement... Ouais, Lucas Digne qui se prend 5 et 5, je trouve que c'est plutôt anecdotique pour lui. Théo Hernandez, j'hésite entre... Je vais mettre négatif quand même. Je vais mettre négatif quand même, et qu'il est triste, notre côté gauche, en fait. C'est dommage, parce que... Alors, attendez. Défenseur central, attaquant, milieu de terrain. Bon, il y a un milieu de terrain quand même. J'étais en train de dire... Le rassemblement apporte plus de satisfaction dans les secteurs où j'avais pourtant des attentes plus élevées, parce qu'en défense centrale, normalement, on a des très bons joueurs, pareil pour l'attaque. Mais sur les postes de latéraux, c'est un peu tristounet. Et Théo Hernandez, ouais, je le mets en négatif, parce que moi, je n'ai pas franchement aimé sa prestation face au Brésil. Je l'ai trouvé assez quelconque, je trouve qu'il est un peu loin de sa magie. De ce que j'en ai vu en club, il est même meilleur que ce qu'il nous a montré en équipe de France. Or, j'étais persuadé qu'il pourrait retrouver un peu plus rapidement des couleurs en équipe de France. Je sais plus combien il s'était pris. Il s'était pris notre Théo Hernandez 4, 5, 6. Ben c'est bien, c'est crescendo sur mes médias. Ça fait une moyenne à 5. Je ne suis pas complètement décoré de la lecture des journalistes sur ce coup, mais c'est pas pareil, c'est pas une prestation que je trouve très mémorable. Brice Samba face à la Colombie. Combien avait pris Brice Samba? Tiens, je découvre les notes en même temps que vous. J'avais pas forcément regardé tous les médias. 6-6-6. Bah ouais, je suis plutôt d'accord en fait. Alors
Je vais le mettre en positif. Le truc cool pour Brice Samba, enfin pour lui, hein, ça ne regarde que lui. Il n'y a pas de cool ou de pas cool dans l'absolu. Moi, je suis pas pour l'un ou pour l'autre, mais c'est que il est devant, du coup, Lucas Chevalier dans la hiérarchie. Alors, petite pensée à Lucas Chevalier. Hein. Lucas Chevalier, il est passé de titulaire au LOSC, deuxième gardien en équipe de France, appelé à être le premier assez rapidement vu la hype qui se développe. Transfert au Paris Saint-Germain. Transfert au Paris Saint-Germain en tant que numéro 1, bien évidemment. Tu remplaces Donnarumma, excusez-moi du peu. Au final, tu te fais dévancer par Safonov, qui est pas un mauvais gardien. Je dis pas ça en mode tu te fais devancer par le premier venu, mais tu te fais devancer par le mec qui était remplaçant l'année dernière, donc c'était pas vraiment prévu dans le logiciel qu'il devienne le numéro 1. Hein. Et d'ailleurs, tout le début de saison, Chevalier est titulaire indiscutable, donc évidemment il a perdu sa place. Et c'est pareil en équipe de France, Lucas Chevalier est relégué. Donc voilà, c'est négatif pour lui. Il n'a pas joué, du coup je peux pas mettre classement bonne ou mauvaise performance, mais je vous le mets quand même dans négatif, parce que le constat c'est qu'il a reculé dans la hiérarchie. Et enfin, notre cher Mike Maignan. Alors Mike Maignan, c'est pareil, qu'est-ce qu'il s'était pris en note 5, 6, 6 ? Ouais, je vais mettre neutre. Je trouve que Mike Maignan fait un match face au Brésil plutôt ok, mais alors est-ce qu'il marque des points ? Est-ce qu'il fait un particulièrement bon match à mes yeux ? Pas forcément. Je trouve qu'il fait un match à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir sur lui. Donc franchement, rien à signaler là-dessus. Et au final, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne quand même du bon, hein, parce que si j'apprends à compter, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 joueurs qui sont positifs ou très positifs, donc 13 où franchement c'est cool, et on n'aura que 5 où je me dis c'est pas ouf. Et en plus, les 5 où c'est pas ouf, il y a Kolo Muani, j'ai envie de dire que je m'en fous un peu, enfin, malgré tout le respect que j'ai pour le joueur, hein, ce que je veux dire c'est que je pense pas que c'est la forme de Kolo Muani qui va influer sur notre capacité à gagner la Coupe du Monde. Je dis ça, il faudrait peut-être que je me remémore 2022, hein, parce que 2022, Kolo Muani aurait pu nous faire gagner la Coupe du Monde. Kamavinga, j'ai envie de dire, c'est triste pour lui, mais moi je comptais pas forcément sur lui au milieu de terrain. Hein. Moi je vois plus une bataille entre Rabiot, Tchouaméni et Koné. Lucas Hernandez... attendez. J'ai mis Lucas Hernandez... Ah, mais j'ai confondu les Hernandez. Vous m'excuserez. Décidément. Est-ce qu'on va m'accuser de racisme envers les Hernandez ? Lucas Hernandez positif, Théo Hernandez négatif. J'en reviens pas. Surtout qu'ils ont beau être frères, on peut pas dire que la photo fasse qu'on les confond. Hein. C'est très très fort de ma part. Toutes mes excuses. Mais ouais, Théo Hernandez, bon voilà, j'avais plus ou moins acté ça. Enfin, vous vous rendez compte que et Upamecano, c'est un match très négatif, mais tu n'es pas avec des inquiétudes suite à ce rassemblement. Tu dis juste, il a été expulsé, c'est un peu con, normalement il n'a pas à faire ça, mais voilà. Et par contre, Lacroix, t'en ressors, t'es hyper content. Akliouche, t'en ressors, tu te dis, il a sa place. Thuram, tu te dis, peut-être qu'il va un jour avoir plus de buts que Tchouaméni en équipe de France. Olysée, tu confirmes tout le bien que tu penses de lui en 10, et Kitike, c'est cool. Enfin, rassemblement très positif. Voilà, j'ai pas mis notre cher Dédé au Dédé, mais Dédé pour moi je mettrais en positif également. Petite pensée à moi-même pour les prochaines listes, pensez à mettre le sélectionneur, parce que franchement j'ai été plutôt satisfait des compositions qui ont été essayées par notre sélectionneur. De toute façon c'est pas comme si je vous avais fait une vidéo en mode j'ai enfin de l'espoir pour l'équipe de France, ça se trouve on va avoir du beau jeu. Je vous ai fait ça après le Brésil, je considère que ça se confirmait lors de l'approche du match face à la Colombie. Donc voilà, un rassemblement d'équipe de France qui reste quand même globalement positif, avec des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Je retiendrai principalement Lacroix, Akliouche et Ekizike sur les joueurs qui sont un peu plus sujets à débat, parce que Désiré Doué, Tchouaméni, Olysée, ça va aller évidemment au mondial, il n'y a pas trop de débat et on sait grosso modo avec quelle place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à demain, salut.